Normalement, c'est bon, tout le monde nous voit et nous entend. Ouais. Il faut que juste on récupère la présentation et on la rediscutera les co-participants. D'accord. Là, vous l'avez. Pas encore. Pas encore. En train d'arriver. Ouais. Ouais, c'est au premier slide, je pense. Oui. Quelques mots sur Tilia, parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc, on est un cabinet de conseil spontanément. Et on travaille avec les collectivités, les aménageurs, les opérateurs de services publics, les industries sur les stratégies des transitions énergétiques. Et ici en France, on a surtout des missions type AMO très, très opérationnelles, mais on a aussi une petite activité ambitieuse et européenne que j'ai eu la chance de piloter depuis 2016. Donc, on travaille avec la Commission européenne sur le rôle des réseaux de chaleur d'espace dans l'atteinte des objectifs et européens dans le secteur de l'énergie. Et notamment, on a beaucoup travaillé à partir des cas concrets. On a pu présenter des projets TILIA comme les réseaux de chaleur d'espace de Saclay, aussi les projets allemands, Hambourg, Carrefour. Donc, on a essayé de faire remonter cette expérience opérationnelle au niveau européen. Donc, quand on a commencé à travailler en 2016, la Commission venait de lancer leur première stratégie autour du chauffage et de refroidissement au niveau européen. Donc, ils ne connaissaient pas du tout le fonctionnement d'un réseau de chaleur. Donc, il y avait beaucoup de travail de sensibilisation à faire. Ils comprennent bien quels sont les bénéfices de ces réseaux et quel pourrait être leur rôle dans la stratégie énergétique de l'Europe. Donc, on a fait deux premières études autour de 8 études de cas. Et pour le Joint Research Center, c'est l'équipe de chercheurs de la Commission européenne qui vont faire du Science to Policy, donc ils vont alimenter la Commission et leur travail politique à travers les cas concrets et des expériences scientifiques. Et notre dernière étude, qui est l'objet de cet événement, qui a été piloté par Alexandre, et va un peu au-delà. Donc, on va au-delà des cas d'études, même si on a aussi une dizaine. Mais on est allé avec des partenaires, des instituts européens et qui travaillent aussi dans les réseaux chaleur pour donner une vue d'ensemble très très large sur la situation de chacun des pays européens, de l'Union européenne, plus le UK et l'Islande et l'Ukraine et et je laisse Alexandre absorber cette élément. Arena, donc effectivement, l'étude qui vient d'être publiée officiellement sur le site de la Commission européenne il y a quelques semaines. Donc pour vous donner un petit peu le contexte de cette étude, alors on ne va pas vous refaire un article sur ce sujet-là, vous les connaissez bien, mais bon, vous connaissez les objectifs contraignants qui ont été fixés fixés par la Commission européenne sur la neutralité carbone à horizon 2050, avec l'étape intermédiaire du paquet Fit for 45. Donc, voilà, des ambitions très significatives de décarbonisation sur le territoire européen. Et ce qu'on observe, nous, depuis plusieurs années avec la Commission européenne, c'est que ça y est, le secteur de la chaleur et du froid, comme vous devez le savoir, a vraiment été reconnu comme un levier de décarbonisation important. On a bien rappelé que 50% de l'énergie consommée sous forme de chaleur, donc il n'y a pas que le sujet de l'électricité. Et voilà, les réseaux de chaleur et de froid sont vraiment reconnus, je pense, aujourd'hui au niveau européen comme des outils vraiment très, très efficaces pour la décarbonisation et l'atteinte de ces objectifs. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que voilà, la Chine met un petit peu de temps à se lancer. Au niveau européen, les réseaux de chaleur représentent environ 12% de la part de marché chaleur et froid. Et donc, voilà, ça met un petit peu de temps à se lancer, hein, c'est normal, c'est quand même des projets d'infrastructure très, très lourds, comme vous le savez. Et ce qu'on observe et ce qu'on aime bien aussi mettre en valeur souvent, alors on ne voit pas uniquement sur ce graphique, mais ça en parle en partie, c'est que les pays aujourd'hui européens qui ont déjà décarboné le secteur de la chaleur et du froid, en fait, c'est les pays où on retrouve les réseaux de chaleur et de froid avec la plus grosse part de marché.
on voit bien que ce sont des outils essentiels pour décarboniser le secteur de manière générale. Et donc, cette étude, elle a été lancée par la Direction générale de l'énergie en janvier 2020. Hein, donc, vous voyez, c'est une étude conséquente. Hein, on a mis en 2 ans, 2 ans à la réaliser. D'ailleurs, en photo, on vous passera, enfin, les slides seront accessibles, hein, bien sûr. Mais pas de souci pour prendre des photos. Ouais, c'est pour la communication. Mais... et avec l'objectif, donc, cette étude commandée par la Direction générale de l'énergie, donc de contribuer à améliorer des connaissances sur les réseaux de chaleur en Europe, sur une partie, enfin, d'un point de vue analyse des marchés, analyse aussi des cadres réglementaires, hein, qui diffèrent énormément, bien sûr, d'un pays à l'autre européen, et aussi, un point très important, fournir des bonnes pratiques opérationnelles, hein, pour illustrer ça aussi au niveau européen, parce qu'au niveau des équipes, des policymakers et tout ça, ils entendent parler de tout un tas de concepts très intéressants, hein, sur le couplage sectoriel, sur l'impact du digital et tout ça, mais un point fort des études aussi du GRC et puis de nos cas d'études ici dans cette étude, c'est vraiment d'illustrer des cas pratiques très opérationnels qui montrent ce qui se fait vraiment aujourd'hui et ce qui marche. Voilà, et tout ça dans le but donc d'être en soutien pour la révision des directives, hein, au niveau de la Commission européenne, des policymakers, etc. Donc les différentes directives que vous connaissez, sur l'énergie renouvelable, sur l'efficacité énergétique, sur la performance énergétique des bâtiments, mais aussi une sorte de gros, enfin, ce projet, c'était aussi l'occasion de faire une sorte de gros handbook, une sorte de recueil très exhaustif, pardon, qui viendrait aider toutes les parties prenantes du développement des réseaux de chaleur en Europe, que ce soit les planificateurs urbains, les responsables politiques à différents échelons dans les différents pays, au niveau national, régional, municipal, les opérateurs industriels et puis même les usagers, hein, puisqu'on voit dans ces études, il y a vraiment un impact très important d'intégrer les usagers dans le développement et le pilotage de ces réseaux. Donc Marina en a parlé, hein, c'est un scope géographique de cette étude est vraiment large, hein, puisque ça couvre les 27 pays membres plus 4 autres pays, donc UK, Islande, Norvège et Ukraine. Et donc pour faire ce projet quand même, je vais finir ce slide là-dessus, donc un consortium européen monté par Tilia, avec donc 4 partenaires plutôt du monde académique, des partenaires allemands et autrichiens, donc IRES, Fraunhofer, Oko Institute et l'Université de Vienne. Donc voilà, un mix, je dirais, assez intéressant, à la fois du monde économique et du monde vraiment plus technique et opérationnel représenté par Tilia. Et je pense que c'est ça aussi qui a intéressé la commission, c'est vraiment d'avoir ce retour d'expérience aussi très opérationnel sur les projets. Donc, le rapport, je ne sais pas si vous l'avez déjà téléchargé, mais voilà, il y a plusieurs livrables pour un total d'environ 700 pages. Donc, on aime bien vous laisser ce petit graphique qui est un peu une aide à la lecture pour parcourir les livrables. Mais juste, ça vous donne un peu les sujets principaux qui sont étudiés dans ces livrables. Donc, il y a 3 blocs principaux avec une analyse des marchés. Où, voilà, on va parler de la part de marché du district heating dans le secteur de la chaleur et du froid, la part de mix énergétique, mix technologique, l'évolution aussi des réseaux dans les différents pays, comment ça s'est développé de manière historique, la structure du marché entre les différents fournisseurs et opérateurs, une overview aussi du cadre réglementaire. Et puis aussi, on va voir quelque chose sur la protection et la perception des usagers des réseaux de chaleur. Donc voilà, et de manière générale, on va le voir sur les différents blocs, mais dans le rapport principal, on a une analyse transverse au niveau du continent, enfin sur le scope des 31 pays. Et puis en annexe, on va voir différentes choses, notamment donc ici en annexe pour le bloc A, des fiches pays très documentées, donc pour les 31 pays de l'étude des fiches pays de 5-6 pages qui viennent reprendre tout un tas
data d'information et donc qui sont importantes vous voyez, pour la Commission européenne, mais aussi par exemple pour des développeurs qui voudraient avoir des informations sur le pays, etc. Le bloc B, lui, il est centré sur le cadre réglementaire. On va aborder des sujets de tout ce qui va être montage, reporting aussi pour l'Union européenne, tout ce qui va être mécanisme tarifaire, mécanisme de soutien financier, un focus aussi qui a intéressé beaucoup la Commission européenne, qui est donc le third party access, donc l'accès au réseau de chaleur par des tiers, dans l'idée un petit peu de faire un peu comme l'électricité, quoi, hein, d'avoir des fournisseurs d'énergie qui peuvent utiliser les réseaux pour approvisionner les réseaux de chaleur et donc valoriser peut-être plus d'énergie décarbonée ou d'énergie créatale. Donc, voilà, toute une étude aussi sur cette ouverture des réseaux à des tiers. Et puis une partie aussi sur tout ce qui va être réglementation thermique et programmation urbaine et leur impact sur le développement des réseaux de chaleur vertueux. Et puis le bloc C, donc sur tout ce qui va être plus bonne pratique opérationnelle avec toute une présentation des contraintes techniques et opérationnelles des différentes énergies renouvelables et des énergies de récupération. Et puis ensuite, en annexe, les 10 cas d'études dont Marina parlait. Donc, de manière un peu plus visuelle, voilà ce qu'on peut trouver dans le rapport. Donc là, l'idée, c'est pas de regarder les résultats en détail, mais vous voyez un petit peu tout ce qui se présente dans le rapport. Et en ligne, puisqu'on a développé notamment, on a mis en ligne cet outil interactif dans lequel on peut avoir tout un tas d'informations importantes hein, sur les marchés et les réseaux de chaleur et de froid en Europe. Et puis, si on clique par pays, donc avec informations sur le marché, sur le mix énergétique, les technologies disponibles. Voilà, dans le rapport, on voit aussi sur la partie analyse transverse, et notamment ici, on voit le mix énergétique. Aujourd'hui, 2/3 de l'énergie sur les réseaux de chaleur et de froid en Europe, en gros, ça reste le fossile. Et puis sur le tiers renouvelable, on a une part très très importante de biomasse. Hein, donc l'enjeu, c'est aussi avec ces réseaux de nouvelle génération, 4e, 5e génération, c'est de mobiliser les autres sources d'énergie renouvelables et locales, la géothermie, le solaire thermique, la chaleur platane, etc. Des analyses aussi sur le parc immobilier on met bien en valeur l'interaction, l'impact en tout cas des performances des bâtiments avec le développement de réseaux de chaleur, notamment des réseaux de chaleur de nouvelle génération. Des données donc, sur la structure des marchés de chaleur, comment c'est organisé, est-ce que c'est dans des grandes villes, est-ce que c'est diffus par pays, la position des opérateurs, est-ce que c'est du privé, du public, des partenariats publics-privés. Et puis donc, une analyse, comme on parlait, de l'expérience client presque, en tout cas la perception des usagers dans chaque pays, et puis comment ils sont protégés en termes de tarifs, etc. Et puis, donc, comme on en parlait tout à l'heure, vous avez ici une petite illustration, un extrait en tout cas de ces fiches pays. Vous retrouvez donc en annexe avec tout un tas d'informations. Sur la partie réglementaire, donc ça c'est sur la partie analyse transverse, on trouve aussi tout un tas d'informations sur le type de la propriété des réseaux de chaleur, comment c'est organisé, comment c'est réglementé, sur le pricing, sur le metering aussi, donc des analyses croisées avec aussi des cartes où on essaye de quantifier par exemple le niveau de régulation par pays, le niveau de support aussi pour trouver dans chacun des pays, et puis des analyses plus ciblées sur certains sujets de notre étude sur comment se développe le smart metering dans chacun des pays, quel type de régulation on a sur les prix, est-ce que c'est complètement libéralisé ou est-ce qu'on a une régulation forte avec des contrôles, avec des prix fixés par la loi et des régulations ex ante, ex post. Des focus aussi sur le third party agreement access dont on parlait tout à l'heure. Et puis ici, là, on voit aussi certaines écarts sur comment les DHC sont soutenus dans les pays, avec des analyses aussi qualitatives hein, sur, par exemple, comment les énergies de récupération sont
sont intégrés dans les systèmes de support. Je sais que l'IHP travaille aussi beaucoup là-dessus, sur comment mieux intégrer la récupération de chaleur fatale dans les mécanismes de support dans certains pays où c'est pas encore reconnu comme au même niveau que les énergies renouvelables. Voilà. Aussi une illustration là plus sur tout ce qui va être réglementation thermique des bâtiments et des analyses sur comment sont fixés les coefficients d'énergie primaire et les niveaux de consommation énergétique primaire dans les différents pays, un impact fort sur le développement des réseaux de chaleur, et puis notamment illustré par des cas d'études dans une douzaine de villes en Europe, l'impact des politiques urbaines sur le développement de ces réseaux de chaleur. Enfin, pour finir, petite illustration du rapport, on a toute la partie donc plus guidelines opérationnels avec ce recueil presque académique sur l'utilisation des énergies renouvelables et de récupération, mais avec vraiment un angle très très opérationnel où voilà, on a illustré les différentes désolé. Pas de souci, au pire, on l'a sur l'écran là. Ouais, ok. Encore plus petit, mais bon, encore une c'est pas de projet dans les résultats, mais voilà. Ok, super. On a voilà, tout un tas d'informations très, très opérationnelles sur les différentes énergies renouvelables étudiées, hein. La biomasse, le biogaz, la géothermie, le solaire thermique, ce qu'on appelle au niveau européen l'énergie ambiante, donc c'est la récupération de chaleur sur les flux naturels d'eau ou d'air. Et puis aussi l'électricité renouvelable, qui est un vrai sujet dans certains pays, comme on valorise l'électricité renouvelable avec ce sujet couplage sectoriel, chaleur et électricité. Et puis l'étude aussi donc des énergies fatales de différentes origines, que ce soit des énergies fatales récupérées sur des sites de production d'énergie, sur des process industriels, sur des bâtiments tertiaires, des data centers, et même illustré par un cas d'étude, récupération de chaleur par exemple sur le métro de Londres. Donc voilà, tout un tas de considérations opérationnelles qui montrent bien en fait les contraintes et les opportunités de chacune de ces types d'énergie renouvelables et de récupération, mais aussi en fait leur complémentarité et comment celles-ci peuvent s'imbriquer. On parle aussi de stockage, hein, sur ce sujet de complémentarité des différentes énergies. Et finalement, une section qui montre bien comment ces réseaux de chaleur et de froid peuvent jouer vraiment le rôle de colonne vertébrale d'intégration, enfin de réseau multi-énergie pour répondre à la demande en chaleur et en froid. Voilà, et puis encore un slide pour illustrer un petit peu les cas d'études étudiés dans ce rapport. Je te redonne la main. Oui, donc c'était important pour le rapport et pour le travail en général aussi d'illustrer à travers des cas concrets tous ces différents cadres nationaux, les différents contextes locaux, les différents choix techniques réalisés, même choix de gouvernance de business model. Donc il y a aussi une dizaine de cas d'études qui sont présentés dans différentes hiérarchies avec différentes gouvernances. Donc, on présente des cas où la gouvernance est complètement publique, aussi complètement privée, de partenariats publics-privés, des réseaux de froid et chaud, et aussi uniquement de chaleur. Tous avec des parts ENR et très importants. On arrive jusqu'à 100% dans certains des cas. Et on a essayé aussi avec ce groupe de réseaux d'illustrer les différentes technologies de récupération de chaleur fatale et les différentes l'utilisation des énergies renouvelables et aussi les différentes combinaisons possibles. Donc on voit qu'on va beaucoup plus loin que la biomasse. Donc on essaie d'illustrer aussi de nouveaux modèles où on vient combiner des ressources et locales des différentes natures. Donc,
Et pour chaque des études de cas, on présente d'une manière synthétique, mais alors on est un peu dans les détails, le contexte national, local, le réseau, sa gouvernance, son business model, les choix techniques réalisés pour utiliser les énergies locales et bas carbone, donc énergie renouvelable et de récupération. Et comment des aspects d'intégration sectorielle pour des synergies entre la thermie, l'électricité, les déchets l'eau et l'assainissement ont été valorisés et comment on a intégré aussi les usagers dans la démarche. Donc, c'est aussi une partie importante du travail qui illustre qu'il n'y a pas de modèle unique et que chaque ville a trouvé sa manière de faire pour concevoir un réseau vertueux qui évolue dans le temps, donc qui a son histoire et qui a des prospects. Des avantages justement des réseaux chaleur, c'est sa capacité à s'adapter. Et je pense qu'avec certaines des études, surtout ceux qui dans les réseaux les plus vieux, comme les réseaux des Copenhague, on peut voir les nouveaux réseaux peuvent se développer et se projeter dans les long terme, dans une logique la carbone sur Et du coup, là, on vous présente, partage avec vous les conclusions principales de cette étude qui présente, comme vous l'avez compris, déjà l'intérêt de regrouper un nombre très important d'informations sur un périmètre géographique très large, mais duquel aussi on a tiré un certain nombre d'enseignements. Donc sur la partie plus marché, on rappelle un petit peu la part des réseaux de chaleur et de froid dans le secteur de la chaleur et du froid, donc district heating, 445 TWh vendus sur les 27 pays de l'Union européenne, 3,1 TWh sur les réseaux de froid, encore un certain potentiel de progression. Voilà, avec une situation très différente d'un pays à un autre, avec les États de Scandinavie et les États baltes qui ont part de marché et district heating de plus de 56%, parfois même 80-90% dans certains pays, versus d'autres pays en général, pas situés qu'au sud d'ailleurs, des pays qui découvrent peut-être un peu le sujet, mais qui s'y mettent rapidement. Je pense notamment aux Pays-Bas, où voilà, on a une part de marché parfois inférieure à 1%. Donc on en parlait, enfin non, on ne parlait pas en parler, mais ouais, sur la production de chaleur en Europe, on a quand même encore une part très importante de chaleur qui vient d'unités de cogénération. Et ça, on en parlait, on a quand même encore sur ces réseaux de chaleur un mix de production qui est encore à 2/3 carboné. Donc voilà, beau potentiel encore pour décarboner ces outils. Sachant que sur cette énergie fossile, on tourne beaucoup, on pense surtout au gaz, et dans le contexte actuel, on sait que ça devient une urgence non seulement environnementale, mais aussi économique de trouver des alternatives à ces réseaux fossiles. Ce qu'on met aussi beaucoup en valeur dans cette étude, c'est la nécessité de développer ces réseaux de nouvelle génération, les fameux réseaux de 4e génération, donc basse température, pour mobiliser notamment une variété plus large d'énergie renouvelable et de récupération. Et ça passe par vraiment une coordination très très forte du développement du parc immobilier et de ses performances énergétiques pour être compatible avec ces nouveaux réseaux. Et donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup illustré dans notre analyse et notamment dans les cas d'études. Bon, d'un point de vue vraiment purement marché, on voit qu'on est quand même sur des marchés qui sont très, très concentrés avec tout un tas d'acteurs, mais quelques gros acteurs internationaux qui représentent 70% du sur le continent. Et puis globalement, une perception positive des réseaux de chaleur par les usagers. En termes de qualité de service, de compétitivité,
de relations. Sur la partie réglementaire, on a aussi un petit peu, je vais parler de tout ça, mais ce qu'on voit, hein, c'est que dans tous les pays, hein, les chaleur et froid sont proposés comme des services intégrés, hein, pas comme le réseau d'électricité à faire de l'unbundling en séparant les activités de production, distribution, fourniture. On fait référence notamment à des études qui montrent que des systèmes découpés comme ça conduiraient a priori à des prix de chaleur plus élevés. On voit en termes de régulation, donc c'est que les prix sont généralement régulés d'une manière ou d'une autre dans la moitié des pays, avec un contrôle obligatoire ou un contrôle ex post sur demande des situations. Sur le fameux third party access, on voit que dans quelques pays, cet accès à la chaleur au réseau par des tiers est régulé. Cependant, on ne voit pas de claire corrélation entre cette régulation de l'accès au réseau par des tiers et le développement de plus d'énergie renouvelable ou d'énergie fatale, notamment parce que dans tous ces pays où c'est régulé, comme dans les pays où c'est dérégulé, on se croise forcément à un moment à la problématique de si on intègre ces fournisseurs tiers sur les réseaux, il ne faut pas que ça dégrade la qualité du service, il faut que ça réponde aux contraintes techniques du réseau, il faut que ça ne manque pas le prix de chaleur. Et donc, on se retrouve finalement dans beaucoup de situations à ne pas trouver un pitch, une adéquation entre ces fournisseurs tiers et l'opérateur du réseau. En tout cas, ce n'est pas le fait que ça soit régulé qui facilite ça. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, ces sources de chaleur tiers sont en compétition avec d'autres énergies déjà en place, avec des installations qui sont parfois déjà amorties. Et donc, en termes de compétitivité, elles peuvent avoir du mal à s'imposer, en tout cas sur les réseaux existants. Voilà, ça, c'est ce dont je parlais un petit peu. En termes de soutien financier, on a des soutiens qui diffèrent. En général, on a un bon soutien sur la partie production et distribution. Par contre, on a clairement moins de soutien financier sur le raccordement au réseau. Là-dessus, on peut saluer les différentes, les nouvelles annonces en France, hein, notamment sur le raccordement express, qui vient faciliter le raccordement des bâtiments qui se trouvent à proximité des réseaux de chaleur. Et puis, on a le sujet vraiment waste energy, donc énergie fatale, dans les systèmes de financement, de soutien financier, qui est dans beaucoup de pays et pas. L'accès au financement pour des réseaux alimentés à base d'énergie fatale reste compliqué que pour des énergies renouvelables plus classiques. Et puis sur la partie réglementation thermique, urban planning, ce qu'on voit, c'est que ces réglementations thermiques, bien sûr, elles sont un très fort impact sur le développement des réseaux de chaleur et leur verdissement pour garantir les sources d'énergie pour ces bâtiments. Et les réglementations thermiques, voilà, elles souffrent encore au niveau européen d'un manque de standardisation des procédures et voilà, de systèmes, de méthodologie pour le calcul des coefficients d'énergie primaire, des seuils de consommation d'énergie primaire au niveau des bâtiments. Elles sont vraiment de procédures standardisées, homogènes. On a encore des pays où on a CEP en français, ces coefficients viennent encore pénaliser en fait les réseaux de chaleur par rapport à d'autres alternatives. Et puis en termes d'urban planning, notamment par les cas d'études, on voit qu'on a tout un tas de situations très différentes et que ça se gère, l'impact au niveau local, bien sûr, est très important. Mais on a aussi, en tout cas au niveau européen, on est censé mettre en place maintenant dans chaque pays des politiques urbaines nationales, comme ça en français. Et voilà, ces National Urban Policies, elles ne sont pas encore développées dans tous les pays, elles sont développées dans tous les pays aujourd'hui, et elles n'adressent pas directement le sujet de la chaleur et de l'extra, vraiment en termes d'articulation des politiques de programmation urbaine et des politiques de développement énergétique.
Et puis enfin, au niveau des bonnes pratiques opérationnelles, on en a parlé, mais donc vraiment une vraie complémentarité entre ces différentes sources d'énergie renouvelable et la récupération, avec, voilà, je pense, ce rôle clé des réseaux de chaleur, des intégrateurs métiers énergie, euh, et puis donc l'analyse des cas d'études, ça parlait d'Ariana, sur lesquels on a identifié un certain nombre de facteurs clés de réussite, et key success factors, et notamment ceux qu'on présente ici, qui ne paraissent vraiment de plus haute importance, et il y en a d'autres, encore l'implication des municipalités, seulement pour le contrôle, mais vraiment dans le développement de ces projets, dans l'application de enfin, et dans l'évolution de ces projets en lien avec justement toute cette partie programmation urbaine, faire des bons choix, et notamment des choix qui peuvent être modulaires qui peuvent suivre l'évolution du réseau et l'évolution de nouveaux quartiers ou d'une ville pour atterrir sur des business models qui soient robustes à terme. L'impact fort entre les performances énergétiques des bâtiments, leur compatibilité avec ces réseaux de nouvelle génération. Et puis de plus en plus une approche collaborative et innovative et innovante dans laquelle les usagers ont clairement leur rôle à jouer en termes d'exploitation du réseau. Hein, c'est que bien sûr leurs usages ont un impact direct sur le rendement des réseaux, mais aussi en termes de développement, et puis création de valeur locale, pour que ça bénéficie aussi aux usagers. Voilà pour les conclusions. On va peut-être s'arrêter là. Dans le rapport, on a aussi mis un certain nombre de recommandations, mais ce n'était pas l'objet initial du rapport. Mais voilà, on a fait quelques recommandations aussi pour le développement et la décarbonisation de ces réseaux de chaleur en Europe. Alors, c'est parfois des recommandations très larges, hein, parce que ça reste vraiment à l'ensemble des pays européens. Donc, il n'y a pas grand-chose qui devrait surprendre. Mais voilà, ça reprend un petit peu les sujets qu'on parlait à l'instant et sur lesquels on peut revenir, puisqu'il nous reste une petite demi-heure, 20 minutes pour échanger sur tout ça. Donc, merci beaucoup. On laisse nos contacts ici sur la dernière slide. Et puis maintenant, j'espère que c'était clair, que ça vous a donné envie d'ouvrir ce gros rapport, et puis que ça vous aidera un petit peu à piocher les informations dont vous aurez besoin. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, et puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Oui. Juste une question sur l'aspect prospectif. J'ai pu comprendre que votre conclusion disait que le développement de nouveaux réseaux reste limité, ou alors ce serait des développements à partir des réseaux existants. Pas spécialement. C'était que les quatrièmes générations. En tout cas, sur les quatrièmes générations, on insiste vraiment sur le fait qu'on a besoin de ces nouveaux réseaux de nouvelle génération pour faire autre chose que de la biomasse, en gros, pour décarboniser ces réseaux. Et que pour arriver à cette émergence, il y a un vrai besoin de travailler aussi sur la partie performance énergétique des bâtiments. Et en termes de prospective, de développement des réseaux, ça reste ouvert pour vous? Ah bah oui, sur le développement des réseaux de chaleur en Europe, on voit qu'il y a un potentiel. Un gros potentiel. On le voit notamment par la différence de part de marché des réseaux de chaleur d'un pays à un autre. Hein. On prend souvent en exemple les pays du Nord, comme le Danemark, les pays baltes, où il y a des parts de marché comme 80-90% au niveau national. Donc, et puis après, sur ces pays, il peut y avoir d'autres enjeux de verdissement aussi. Hein, et sur ces pays où on a déjà des gros réseaux, on a bien sûr des gros enjeux aussi aujourd'hui de verdissement. L'indépendance énergétique.
Du coup, c'est quoi l'impact du rapport sur les directives de l'Union européenne? Et, on n'a pas, on nous a dit en fait que ça a eu un rôle important dans le développement du paquet Fit for 55, notamment sur le rôle des réseaux chaleur extra dans les différentes directives, les différentes propositions de ce paquet. Donc, on voit que à l'origine, ces rapports étaient censés alimenter surtout la directive énergie renouvelable. Mais finalement, il me dit que ça a eu un impact aussi sur la nouvelle proposition sur la directive d'efficacité énergétique. Et récemment, ça a été noté aussi le nouveau système ETS pour les bâtiments. Donc, il y a un consensus sur l'inégalité de traitement de différentes solutions thermiques et d'aller habituer, parce qu'on le montre aussi en partie avec ce type d'études. Donc, je dirais ça d'une part. Et ce qu'on nous voit à travers un peu les différentes études qu'on a et que la Commission a commencé à vraiment se pencher sur le sujet de chauffage, c'est une sensibilisation et une montée en compétence des équipes à Bruxelles sur qu'est-ce que c'est un réseau de chaleur, comment ça fonctionne, quels sont les avantages. Dans le dernier newsletter que j'ai visé sur les dernières discussions européennes sur le paquet Fit for 55. Et je voyais que justement, on mettait en avant le rôle des réseaux de chaleur, en avant de la valorisation des sources d'énergie et renouvelables, les récupérations locales, les options d'apporter de la flexibilité au réseau électrique, donc tous ces modèles de couplage sectoriel, et aussi l'importance de mieux valoriser la chaleur fatale. Et ce qui n'est pas fait, comme Alexandre disait, dans tous les pays. Donc, les nouvelles annonces mettent 8% en valeur tout ce qui est la thermie en général, qui a été la grande oubliée des politiques énergétiques européennes dans les dernières décennies, et les réseaux de chaleur en particulier aussi. Je ne sais pas si Pauline avait répondu. Non, juste pour répéter ce que tu dis, Marina, les rapports TILIA ont été fondamentaux dans le développement de la stratégie chaleur en 2016, le premier rapport TILIA et les rapports qui ont suivi. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui a motivé les dernières révisions, les dernières propositions du paquet Fit for 55. Il y a des choses, par exemple, vous parliez des relations entre le taux de pénétration des renouvelables et l'accès à des parties tiers. C'est quelque chose que la Commission a heureusement pas tellement touché dans la dernière proposition, juste un petit peu modifié, et c'est certainement basé sur les conclusions du rapport. Donc, on voit, ça se reflète dans les trois propositions que tu mentionnais. Donc, c'est absolument fondamental. Et après, donc, ça va nous servir pas seulement pour le paquet maintenant, mais je pense pour les années à venir. C'est très, très complet. Je voulais vraiment vous féliciter pour l'exhaustivité de ce rapport. Ça va être vraiment très, très utile pour l'industrie au niveau européen, mais aussi pour les développements dans les États membres. Et les conclusions que vous tirez sur les bonnes pratiques dans la législation, c'est vrai que c'est général, mais ce sont les bases qu'on veut pousser au niveau européen, la planification, le soutien pour le développement des réseaux. Et pourquoi pas aussi, ce qu'on essaie d'avoir, c'est une révision de la stratégie chaleur pour avoir plus de visibilité dans les prochaines vagues de révision. On parle du paquet qui est là maintenant, mais aussi de ce qu'on va faire dans les prochaines années. Donc, ça va vraiment être très, très utile. Merci. C'est qu'il y avait un des objectifs principaux du rapport, c'était d'adresser ce qu'on appelle le data gap. Il y avait vraiment un manque de visibilité sur quel était l'état du réseau de chaleur dans chaque pays. Et sans cela, la Commission ne peut pas travailler au niveau européen sans visibilité sur les marchés. Donc, nous a dit que c'est vraiment un travail très exhaustif, un très long rapport, mais au moins il y a un document un peu référent et ils pourront utiliser dans leur travail
policy making. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que voilà, c'est un travail très exhaustif et il se base sur différentes sources bibliographiques qui sont disponibles dans la littérature. Et ce travail est complété en plus par des surveys, des enquêtes et des interviews avec quelques-uns des experts dans tous les pays du scope, hein, quand c'est réparti entre les différents partenaires. Donc voilà, on a les spécialistes dans tel et tel sujet, mais on s'est aussi réparti de manière aussi transverse l'accès à l'information dans tout un tas de pays avec franchement pas mal de succès, un bon taux de participation, à part quelques pays, je pense à l'Ukraine, je crois que la Roumanie aussi. Et ouais, Luxembourg, mais j'aime pas trop faire parce qu'on devrait avoir des infos là-dessus, mais bon, c'est un petit marché. Mais voilà, donc on a vraiment eu aussi cet accès à l'information directement auprès des sachants de chaque pays, et ça fait aussi la force de ce rapport très, très complet. Sur le sort Party Access, vous avez dit qu'il y a pas mal de difficultés. Est-ce qu'il y a quand même des exemples réussis et des facteurs de réussite aussi? Ouais, si je peux peut-être en dire un mot. Sur Third Party Access, un cas d'étude qui est vraiment très intéressant, c'est celui de Vilnius en Lituanie, mais il n'est pas dans ce rapport, il est dans le rapport du GRC de 2021, donc le deuxième rapport qu'on vous présentait là sur le premier slide, où on a, alors on est dans un cadre très, très réglementé hein, en Lituanie, sur la propriété et l'opératorship des réseaux. Et on a ce système, en fait, ce système d'enchères, un système d'enchères mensuel, dans lequel l'opérateur du réseau de chaleur va mettre un certain volume de chaleur en jeu et auquel les différents fournisseurs de chaleur tiers potentiels autour de Vilnius vont pouvoir répondre. Et donc chaque mois, on a ce système d'enchères au mieux disant qui va donc changer de mix énergétique tous les mois. Et optimiser du coup le prix final pour les usagers en question de la chaleur disponible chez ces producteurs selon l'année, sur l'année. Donc voilà un système qui essaye d'optimiser le prix de chaleur, qui essaye aussi de valoriser quand même les énergies renouvelables et d'énergie fatale, puisqu'elles ont quand même la priorité sur les énergies fossiles dans ce système. Par contre, c'est un système clairement assez lourd à mettre en place pour l'opérateur hein, qui est obligé d'organiser ces systèmes d'enchères mensuellement, qui est contrôlé de manière très rapprochée de l'autorité de contrôle lituanien. Donc pour l'opérateur du réseau, ça implique quand même une certaine lourdeur, je disais, et un peu une rigidité dans le système. Du fait de toute cette réglementation, de tout ce contrôle, assez difficile d'apporter des changements dans le réseau. Il faut justifier tout un tas de choses sur la pertinence technique, la pertinence économique des évolutions du réseau. Et donc, dans la pratique, l'opérateur, lui, le ressentait quand même comme quelque chose de bon pour la valorisation des énergies renouvelables et fatales et de bon en termes de prix pour les usagers, mais au quotidien, quelque chose de très, très lourd à gérer pour lui et surtout pour faire évoluer son réseau auprès de l'évolution de la demande. Ça va à l'encontre sur les investissements pour des systèmes d'énergie performants. Si on a un tel morcellement et une telle division sur un réseau de chaleur, et je vois mal un opérateur investir massivement pour améliorer sa production. Alors, ça dépend des contextes. Hein. Il y a des fournisseurs qui fournissent vraiment de la chaleur fatale. Je peux peut-être répondre pour le contexte français. Ce modèle-là est très intéressant, le Third Party Access, parce qu'en France, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on a des potentiels clients qui deviennent aussi des tiers producteurs. Alors, pas d'énergie renouvelable, puisqu'à la base, le moyen de production souvent fossile, gaz naturel, qui va
qu'on va raccorder au réseau de chaleur et ce même client peut potentiellement appointer ou secourir le réseau. Donc lui aussi, bien tiers appointeur, tiers secouriste du réseau. Ce qui est très intéressant dans ce cas de Vilnius, c'est qu'en fait, ils organisent une marketplace de l'énergie mensuelle. Ce qui serait intéressant, ce serait de voir le système pour les inciter à basculer aussi demain, progressivement, à de l'énergie renouvelable. Est-ce que cette marketplace puisse les inciter à y aller? Pour répondre à votre question, en fait, pouvoir utiliser comme ça de manière progressive ces tiers à point ou ces tiers secours du réseau, pour un opérateur, c'est de ne pas investir lui-même dans ce process-là. Donc en fait, on ne vient pas nous dégrader. C'est des points d'équilibre qui jouent. Et c'est intéressant On a un cas là sur Clermont-Ferrand, où on a deux opérateurs interconnectés et la récupération de chaleur fatale sur Michelin, qui est variable en fait, en fonction de l'activité de Michelin, de centre de recherche, et qui est capé au cas où. Voilà. Je pense effectivement que ça reste quand même des cas toujours très particuliers en fait. C'est bien la particularité des réseaux de chaleur, il faut toujours se méfier des raisonnements un peu débouts. Et c'est vrai que pour la création de nouveaux outils de production, c'est vrai que c'est quand même. Enfin, il y a un vrai enjeu sur la taille et la compétitivité du système, parce que voilà, on est sans cesse en compétition contre d'autres fournisseurs de chaleur sur le long terme. Et donc pour un nouvel entrant qui part de zéro, il faut quand même qu'il puisse effectivement sécuriser ses ventes sur le long terme. Et donc effectivement pour les nouveaux entrants, et on avait fait sur Vilnius, ça laisse la place vraiment il y a des projets de taille importante, et notamment des cogénérations qui génèrent aussi un revenu dans la vente d'électricité. Et sur Vilnius, c'était du cas. On avait un nouvel entrant sur Vilnius. Je ne sais plus le chiffre en tête, mais c'est quasiment 90% de la chaleur distribuée sur Vilnius. On est sur Vilnius, c'est un gros réseau. Et voilà, sur Vilnius, on avait un nouvel entrant, voilà, d'une grosse cogénération bois qui est arrivée là, qui a été mis en service en 2021, je crois, et qui a un petit peu modifié l'équilibre entre les différents opérateurs. C'est un exemple quand même de nouvelles centrales de production avec un bon rendement qui va accéder au réseau et qui va pouvoir sa chaleur sur le réseau de chaleur de Vilnius. Vous avez un exemple de mesures concrètes législatives au niveau européen qu'on pourrait mettre en place ou qui est déjà prévu dans Fit for 55 pour les réseaux? Il y a des objectifs, je pense que c'est dans la nouvelle directive énergie renouvelable et sur l'augmentation de la part d'énergie renouvelable sur les réseaux de chaleur. Je pense qu'on a passé 0 à 1% en France. Ça a un peu évolué, mais c'est de l'ordre de 1% d'énergie renouvelable et de récupération additionnelle par an. Et demandé par une nouvelle directive. Je parle de la supervision des pétroliers qui est le dernier temps de Bruxelles. C'est évident. Beaucoup de nouvelles mesures, la planification énergétique, l'augmentation de la part de renouvelables, comme tu disais. Aussi des choses nouvelles qui n'avaient pas été prévues par la Commission. Mais par exemple, le Parlement et le Conseil veulent aussi que l'électricité renouvelable utilisée, par exemple, dans les pompes à chaleur, qui produisent de la chaleur qui sera distribuée avec les réseaux, puisse aussi contribuer à l'objectif d'augmentation des renouvelables dans les réseaux. Donc, de compter le end use au lieu de compter dans la part des renouvelables dans l'électricité. Il y a énormément de nouvelles mesures dans toutes les sous-objectifs de la directive renouvelable. Il y a la possibilité aussi de compter la chaleur fatale, ce qui n'était pas forcément le cas dans tous les sous-objectifs, donc dans les bâtiments, dans les réseaux, dans l'objectif général chaleur et froid, dans l'objectif de renouvelable de l'industrie. Il y a énormément de nouvelles mesures qui vont un peu booster les réseaux de chaleur.
Pour l'instant, si je comprends, en vrai, c'est des mesures de planification et des mesures d'objectifs. Il n'y a pas vraiment d'instruments qui sont mis en place, fiscaux, législatifs contraignants pour les réseaux nationaux. C'est plus ouais, la législation européenne, c'est plus un cadre qui va permettre à chaque État membre de mettre en place des mesures plus spécifiques. Maintenant, je pense que dans le contexte actuel de la crise, la Commission est aussi beaucoup en demande de mesures concrètes pour en fait avoir une espèce de guidebook pour proposer aux États membres ce qu'ils vont pouvoir faire. Il y a déjà une toolbox dans la directive renouvelables qui donne des idées en fait de quel type de mesures vont devoir être mises en place pour augmenter les renouvelables dans le secteur de la chaleur et du froid. Il n'y a rien de vraiment très contraignant. Je pense que c'est mieux d'avoir un cadre qui propose des choses plutôt qui oblige quand on voit la diversité au niveau européen dans chaque pays membre, vaut mieux avoir un cadre plus flexible. Et quelque chose de très concret, c'est aussi les financements européens. Dans les pays où il n'y a pas un cadre aussi favorable comme en France, donc par exemple le mien en Espagne, et les subventions extérieures ont eu un rôle majeur dans le développement de certains réseaux, comme les réseaux de les réseaux sociaux qui utilisent la chaleur géothermale des mines de charbon. Donc c'est un cas très intéressant, très important pour cette communauté. Et elle n'aurait pas vu le jour sûrement et s'il n'y avait pas eu des subventions qui n'étaient pas octroyées au niveau national, il n'y a pas été de la réduite, donc il n'y a vraiment presque rien autre que les aides européennes. Dans certains cas, ces aides sont aussi très importantes. Merci. Et vous avez aussi le TS2, donc il va pouvoir en fait avoir une sorte de taxation du coup, sur les combustibles possibles utilisés dans les solutions individuelles. Donc, qui est vraiment en fait le compétiteur des réseaux de chaleur. On verra si ça passe. Est-ce que vous avez des cas de stockage intersaisonnier? Dans un marque, les cas le premier rapport qu'on a fait en 2016, il y a un réseau qui a installé un grand champ solaire avec storage feed et 20 000 mètres cubes, si je me rappelle bien. Et où il y avait aussi une chaudière électrique qui apportait de flexibilité au réseau et de TSO, donc de RTE danois. Et donc, comme il y avait beaucoup de vent, on arrivait à produire de la chaleur à des prix négatifs. L'électricité, à la stocker pendant jusqu'à 6 mois et alimenter ce petit village danois à des prix très réduits. C'est le cas le plus intéressant que j'ai vu et j'ai pu voir beaucoup de personnes sur le premier rapport. Je crois aussi sur Barcelone. Oui, une grosse piscine. Ouais. Oui. Ah oui. C'est toujours très limité. Oui et non, stockage de glace à Paris, c'est décalage de sujet, ça fait partie. Dans un autre cas qu'on a analysé très intéressant, à Darby, donc c'est le nouveau quartier autour de l'aéroport de Copenhague. Donc ça, c'est le deuxième rapport qu'on a fait. Et il y a un projet de stockage thermique en amplifier. Et donc, sur ce réseau, en fait, c'est un réseau de chaleur d'extra qui récupère la chaleur fatale d'une STEP, d'une station d'épuration. Et même si ce n'est pas encore, mais c'est un projet, ils vont développer un stockage saisonnier et qui va permettre d'optimiser la condition de fonctionnement. Sur le premier et le deuxième rapport DRC, etc. Je ne sais pas si on a des questions en ligne. Que Marie. Non, j'ai pas de question.
Il est 10 heures, est-ce qu'on clôture cette session? Mais je pense qu'on peut s'arrêter là, si on a plus de questions dans la salle. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour Merci. votre attention. Au plaisir de continuer à échanger sur ces sujets. Au nom de la FEDEN, hein, merci beaucoup de vous déplacer pour cette présentation. C'était très plaisant pour nous d'assurer cette présentation. Merci. Il y a d'autres expériences. Hein. Il y a pas, il y a reste de mémoire, puis après, finalement, sur le froid, il y a pas mal de règles.